À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Si l'année 2023 touche bientôt à sa fin, la nouvelle période qu'elle a ouverte n'est pas près de se refermer. Pendant une année entière, nous avons vu les masses bouillonner, lutter âprement pour défendre ses conquis de classe et pour la première fois depuis plusieurs décennies, batailler avec acharnement pour bien plus. Quelle meilleure démonstration de force le prolétariat a pu montrer que celle dont il a fait preuve pendant la bataille des retraites. Cette bataille, bien que s'éloignant de plus en plus dans l'actualité présentée par la bourgeoisie, tentant d'en imposer l'oubli aux masses, laisse un précédent laissant de riches leçons. Dans le cadre de la crise générale de l'impérialisme, la bourgeoisie française accélère la restructuration de son État afin de tirer des profits plus rapidement, le plus rapidement possible, et prépare, entre autres, le futur repartage colonial du monde, la guerre mondiale. L'État a commencé à baisser son masque démocratique, tant et si bien que son exercice du pouvoir entre en contradiction grotesque avec ses propres fondements. Pour dégager ses profits, les retraites, qui sont le fruit de l'héroïque lutte de libération nationale antifasciste, conquête de la classe ouvrière armée et organisée par le Parti communiste dans les années 40, devaient être la cible de la bourgeoisie. Elle a tenté de rendre inoffensif toute contestation et de désorganiser la classe. Et une fois de plus, les révisionnistes et les opportunistes en tout genre ont démontré que leur rôle était toujours le même, servir de relais à la politique bourgeoise. La répression féroce du prolétariat en lutte, les méthodes fascistes de maintien de l'ordre par l'intimidation, l'usage répété du 49.3 et finalement le passage en force de la loi au mépris total du refus massif des masses pour cette réforme, ont continué le craquellement du vieil État pourrissant. Les bases du vieux monde ont commencé à se fissurer, il est temps de dresser le bilan. La bataille des retraites a été marquée par le grand retour du prolétariat, le retour d'une classe de plus en plus consciente d'elle-même, organisée à travers les syndicats. Si ce n'est pas le premier mouvement de masse récent à être combatif, à l'instar du mouvement des Gilets jaunes, cette période était marquée par l'entrée des syndicats dans une lutte intense. Les syndicats sont les derniers bastions de l'organisation de masse du prolétariat. C'est un fait indéniable. C'est par ce type d'organisation que les masses peuvent s'engager dans des luttes de grande ampleur, en plus d'être un outil de conscientisation majeur. N'importe qui peut le constater, si on est soi-même dans un syndicat, quand on discute avec les masses syndiquées, le niveau de conscience et de combativité est supérieur à la moyenne générale. Pendant la bataille des retraites, les syndicats ont été le moteur principal. C'est par le biais des syndicats que les masses ont multiplié en quelques mois des actions plus combatives et déterminantes que tout ce qu'auraient pu accomplir bien des militants en 20 ans, en contradiction avec la place bien installée des organisations syndicales dans le champ politique français. À la suite de la décision assumée du gouvernement de piétiner la volonté d'un peuple avec l'usage du 49.3, les actions de la base de masse des syndicats ont explosé en combativité et monté en crescendo. Là où nous n'avions en grande partie que des manifestations autorisées, pacifiques et des piquets conventionnels, la classe a montré qu'elle avait la maîtrise sur toute la production, elle n'a pas manqué de le faire sentir à la bourgeoisie. Blocage de routes, de ports, de raffineries, sabotage d'installations industrielles, coupures chez des élus de la République en marche, confrontation directe et physique avec les forces de l'ordre, les masses engagées dans les syndicats, et en particulier dans la CGT, ont remis la peur dans le cœur de la bourgeoisie, en lui rappelant simplement que ce n'était pas elle qui avait le réel pouvoir de faire tourner le pays, et qu'elle ne serait jamais en sécurité tant que la classe qu'elle exploite respirerait encore. Les habituelles paniques morales contre les preneurs d'otages ont laissé place à une vraie peur, une peur qu'elle avait oubliée tant elle s'était donné de mal à tenter de pacifier la société depuis la fin des années 70 et des années de plomb. La classe a rappelé à tous que c'est elle qui avait la main sur la production, et que cette même production est déjà prête à devenir une propriété publique. Pour la première fois depuis près de 20 ans, nos dirigeants et leurs maîtres monopolistes ont senti qu'ils faisaient face à une situation dont ils ont failli perdre le contrôle. Nous disons failli, car la première phase de la bataille des retraites,
nous a renvoyé à un autre fait indéniable. Il existe au sein des organisations syndicales une contradiction majeure. Une contradiction entre une base de masse combative, déterminée, prête à se défendre, voire à attaquer pour de nouveaux droits, et parfois plus, et ce qu'on pourrait qualifier de direction agissant comme une courroie de transmission de l'État. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. Les syndicats sont avant tout un corps intermédiaire, c'est-à-dire une plateforme d'encadrement de la lutte des classes. Leur fonction, et principalement celle de sa direction, est à l'heure actuelle de se placer entre la bourgeoisie et le prolétariat en lutte. C'est pourquoi la bureaucratie dirigeante des syndicats, arrosée de subventions de l'État, est tant attachée au cadre légal, aux manifestations pacifiques et aux interminables heures de négociation comme elles ont tant pu le faire en milieu d'année. La bourgeoisie, et de fait ces bureaucraties syndicales, ne craignent qu'une chose, c'est que nous nous occupions de politique. Cela implique de sortir du cadre, et c'est ce qu'avaient commencé les bases des principaux syndicats engagés dans la bataille. Notre travail est déjà socialisé, c'est-à-dire que par la centralisation des moyens de production, usines, transformation de matières premières, de transport, de marchandises, vente à grande échelle de la marchandise, la production économique n'est plus un acte solitaire comme en temps de l'artisanat, mais un acte social collectif, entièrement entre les mains d'une classe unique, le prolétariat, qui représente environ 2/3 de la population. Pourtant, nous n'avons pas la propriété du fruit de notre travail, et nous n'avons pas le pouvoir de décider comment utiliser la production et la répartir en fonction des besoins de toute la société. Ce sont nos exploiteurs qui détiennent ce pouvoir. C'est ce qui est le principal problème que nous rencontrons au quotidien. La question du pouvoir est une question politique. C'est le véritable sens du mot politique. Lorsque nous parlons de politique, nous parlons de quelle classe devrait diriger la société. Nous refusons toute considération politicarde qui fait remplacer la politique par la querelle entre différentes factions de la bourgeoisie lors de mascarades électorales. La terreur des bureaucraties syndicales, face à la question politique, s'est manifestée à de multiples reprises pendant le mouvement. Nous l'avons constaté dans les décisions de date de manifestation espacées de plusieurs semaines, voire de mois, les méthodes de temporisation ou encore la mise en minorité de figures de direction les plus combatives, comme ce fut le cas pour Olivier Matteux, écarté pendant le dernier congrès de la CGT. Mais la base ne s'est pas laissée piétiner par ceux qui n'ont que l'ambition de corps intermédiaires. Le 53e congrès de la CGT en est la preuve palpable. La base a refusé, pour la première fois de son histoire, le bilan de la direction. Elle a refusé une énième direction réformiste, rêvant d'un trade unionisme à l'allemande, servant à paralyser la lutte des classes. Les dirigeants syndicaux les plus sincères, portés par leur base, ont contraint la direction du syndicat à tenter le compromis avec l'élection de Sophie Binet à la tête du syndicat, première secrétaire générale à ne pas être passée par le PCF révisionniste. Il en est de même du côté de la CFDT, dont on ne s'étonne même plus des traîtrises de sa direction, qui se fait de plus en plus déborder par sa propre base. Si ce n'est pas encore le retour d'un syndicalisme combatif et de classe, donc s'occupant résolument de politique, le pas a été franchi. Plus rien ne sera comme avant, car un précédent historique a été créé. La base est rentrée de plein pied dans la bataille et a fait sortir le syndicalisme du simple cadre légal imposé. Une autre leçon apprise pendant la bataille des retraites, c'est la lutte nécessaire que nous avons à mener contre les politiques d'éclatement et de morcellement de la classe. Depuis l'existence du syndicat, en tant que forme d'organisation, la bourgeoisie a tout fait pour le faire éclater et ainsi diviser la menace. Elle a d'abord créé ses propres syndicats, ce qu'on a appelé alors les syndicats jaunes, servant à attaquer les syndicats rouges. Nous pouvons citer par exemple l'aide apportée par la CIA à la création du syndicat Force ouvrière, afin de diviser les rangs de la CGT, jugée alors trop forte par la bourgeoisie française et par l'impérialisme yankee. La bourgeoisie a aussi utilisé le chauvinisme pour diviser le prolétariat entre Français et étrangers, entre Français sur des critères ethniques et religieux, et cette tactique est aujourd'hui décuplée par la crise de pourrissement de l'impérialisme. La division de la classe a aussi permis de diviser les ouvriers d'une même entreprise et d'accélérer la corruption d'une aristocratie ouvrière chargée d'être les laquais du patronat, et toute cette division a été permise par l'absence de quartier général du prolétariat, démantelé par le révisionnisme et l'opportunisme. L'unité est la mère des victoires. Nous avons besoin de syndicats unitaires,
car c'est par des principes larges que la classe se retrouve le plus facilement et peut s'exprimer combativement. L'unité permet d'éviter les déviations et renforce le syndicat, car cette unité doit être là encore une unité de principe, se basant dans le cadre de la bataille des retraites sur la lutte contre le gouvernement et sa réforme anti-peuple. Pendant le mouvement des retraites, nous avons appris l'importance de nous lier avec tous les syndicalistes sincères, qu'importe l'appartenance syndicale, car les convergences principales sont plus importantes que les divergences secondaires. Poser le principe de l'unité dans la lutte syndicale, c'est renforcer la classe et tenter de plus en plus à créer pour les révolutionnaires un espace de politisation large des masses les plus déterminées. L'intransigeance dont nous devons faire preuve n'est donc pas à l'égard du syndicat en lui-même, car il est au final un outil précieux, mais envers ceux qui tentent de fragmenter les forces du mouvement ouvrier en atomisant la classe. Cette unité doit être non pas une unité temporaire, mais un réel travail d'unification de tous les syndicalistes sincères, désirant aller plus loin que les ambitions de place de leur direction confédérale. À terme, ce syndicat doit donc être unique, car le prolétariat est une classe unique. La bourgeoisie, elle, est unie derrière l'État, malgré des dissensions apparentes. Toutes les forces qui misent sur la division mènent à l'isolement, l'affaiblissement et la dispersion, jusqu'à la défaite. La bourgeoisie mise sur ces forces de dispersion ultralibérales pour dépolitiser et désunir les masses. Mais ce n'est pas tout. Pendant le mouvement, le syndicat a fait beaucoup parler de lui. Et très rapidement, de nombreuses tendances ont tenté d'en faire l'alpha et l'oméga de la lutte contre le système capitaliste. Ce n'est pas surprenant. Les syndicats et l'état de leur direction témoignent du niveau de développement de la lutte des classes. Les conditions objectives de la révolution sont là, mais les forces subjectives, les forces conscientes et organisées, sont encore trop faibles. Les masses trouvent toujours une porte de sortie à leurs problèmes. En l'occurrence, la force d'organisation ouvrière la plus importante est le syndicat, et alors il polarise, faute de perspective. Il faudrait être pour ou contre le syndicalisme. Nous répondrons en affirmant que si on ne peut se passer du syndicalisme, le syndicat n'est pas pour autant un outil suffisant. Il n'est pas une fin en soi. Au cœur du syndicat se trouve une revendication économique, c'est-à-dire plaçant ses luttes sur des revendications d'abord économiques, comme l'amélioration directe des conditions de vie, des conditions de travail, sur l'obtention de primes, de réformes, etc. La lutte économique est nécessaire, mais sans l'allier à la lutte politique, c'est-à-dire la lutte pour le pouvoir, elle se transforme en frein, en obstacle à la lutte des masses qui ne revendiquent pas seulement des miettes. Le syndicat doit être dirigé politiquement, c'est-à-dire pensé comme appui nécessaire de masse dans la prise du pouvoir par la révolution. Le syndicat a besoin d'un état-major. Sans cela, nous nous retrouvons embourbés dans les trahisons et les déviations opportunistes. Personne ne peut oublier les communiqués du 6 et 8 décembre 2018 où les syndicats ont refusé de rentrer dans la bataille entamée par les Gilets jaunes, tout comme personne ne peut oublier la compromission de la CGT dans l'Union sacrée de 1914. Sans direction révolutionnaire, la classe est éparpillée et ne peut plus se défendre. Notre histoire est la preuve de cette nécessité. La CGT-U, dirigée par le Parti communiste, a entraîné la CGT dans la lutte de libération nationale. Elle a organisé activement les grèves patriotiques du Nord sous occupation allemande et ne s'est pas laissé abattre par le défaitisme et l'atomisation des forces. Parti de cette nécessité, il est nécessaire de balayer le mythe de la grève générale. Pendant l'entièreté du mouvement, les opportunistes se sont démenés pour appeler à une grève politique générale, c'est-à-dire une grève suffisamment importante et massive pour paralyser entièrement la production et faire tomber le gouvernement. Force est de constater que ce mot d'ordre plus vieux que le marxisme n'a jamais trouvé son public et entretient l'illusion empoisonnée d'une révolution pacifique. Il ne fait que tromper les masses. Le syndicat ne dirige pas la révolution, il sert de complément. Il peut paralyser la production, les centres névralgiques du fonctionnement économique de l'ennemi, servir de soutien au mouvement révolutionnaire, mais il ne peut en être le cœur. Une grève générale, pensée comme stratégie révolutionnaire, écarte la prise violente du pouvoir. Mais plus dangereux encore, elle ne prend pas sérieusement en compte son insuffisance politique. Une grève générale ne paralyse pas une armée entraînée, une police zélée et des services de renseignement bien huilés. Seule une révolution armée, dirigée par un parti communiste, dirigeant un large front de masse, peut abattre stratégiquement et tactiquement l'adversaire, car il est organisé et forgé pour la violence révolutionnaire.
Le terme d'état-major n'est pas pensé au hasard. La révolution est une guerre de classe, et les forces de la révolution doivent être unies et dirigées sous une même bannière, un même commandement. Le syndicat sera d'une importance vitale pour compléter les efforts militaires de la révolution, mais il ne sera jamais en capacité de la mener seul, le niveau d'exigence politique requis est foncièrement différent. Mais le mouvement des retraites n'a pas été qu'un moment syndical, bien au contraire. Au-delà, en complément ou en autonomie, tous les secteurs sont rentrés en lutte, et des acteurs des couches intermédiaires de la société se sont intégrés dans la bataille. Les facs ont été un intense champ de bataille. Que ce soit à Lille, Saint-Étienne, Rennes ou encore Lyon, les étudiants ont fait la démonstration d'une inventivité et d'une combativité remarquables, et pleine de leçons pour les révolutionnaires. Les étudiants ont pleinement pris part au reste des luttes et se sont révélés être un complément précieux, que ce soit dans l'appui aux piquets de grève, les opérations ville morte, les blocages, les blocus de fac ou les manifestations sauvages dans la deuxième partie du mouvement. Cependant, cette combativité a été entravée par les opportunistes, tentant d'avancer des revendications à part et dévier la colère vers des modes d'action non combatifs. Les étudiants ont appris dans leur chair la nécessité vitale du respect de la démocratie dans les assemblées générales, de lutter contre les tentatives de récupération d'actions collectives par une poignée d'individus et le respect de l'unité. Cet apprentissage a été une lutte difficile et sans merci, car nombre d'organisations ont tenté de contourner ces principes essentiels et de saper la volonté de se battre des étudiants. Il ne faut pas perdre à l'esprit que la petite bourgeoisie est la force dominante dans les universités. Si elle n'est pas dirigée, elle conduira toujours à l'éclatement des forces. Combien de fois a-t-on pu voir des âgés s'éterniser inutilement sur des divergences secondaires? Combien de fois a-t-on pu voir l'individualisme triompher sur des gens pourtant de bonne foi du fait de leurs conditions sociales? La lutte dans les facs est de nature autant idéologique que celle dans les syndicats, et à plus forte raison car l'université n'est rien d'autre qu'un lieu de reproduction de l'idéologie capitaliste. Elle a pour objectif de former ceux qui vont réfléchir sur notre classe, voire la nier, et non agir pour elle. Il ne faut donc pas se décourager dans le cas où la lutte des facs ne parvient pas à se lier au reste du mouvement ouvrier, car le combat politique en leur sein est un combat de longue haleine, qui se fait tant sur le terrain que dans les esprits. Cette réflexion touche aussi les secteurs les plus précaires comme l'éducation, la culture mais aussi la santé. On est ressorti des assemblées interprofessionnelles plus larges qu'avant et donc capables d'être saisies par tous. Parmi ces AG plus générales, il n'y avait pas que l'interprofessionnel d'ailleurs. On peut donner l'exemple du comité de lutte de Lyon, qui a commencé à rassembler des syndiqués, des étudiants, des gens venant de quartiers prolétaires, le tout à l'échelle de la ville, et pas seulement pris par secteur. Ce comité était devenu un outil en complément, mais aussi en dépassement du cadre syndical, et a pu être saisi comme tel par des syndiqués voulant aller plus loin. D'autres secteurs se sont également organisés. C'est le cas de professions qu'on s'attend moins à voir sur le terrain de la lutte économique. C'était le cas des ingénieurs, des spécialistes, des étudiants et enseignants de Sciences Po ou des architectes. On peut illustrer l'impact de cette notion de rassemblement large des masses. Par exemple, à la Rennerie, quartier le plus profond de Toulouse, la mobilisation des habitants qui ont manifesté leur colère face à la destruction du quartier a fait stopper pendant 6 mois les travaux de démolition, et ce malgré la validation du tribunal administratif par crainte d'un embrasement général. La conférence internationale des architectes, qui s'est tenue début avril, avait dénoncé la destruction des immeubles du quartier et témoigné que la Rennerie est étudiée comme exemple de quartier exemplaire dans sa conception et la qualité des immeubles partout dans le monde. Le point essentiel, c'est que le retour de la lutte des classes signifie que les murs invisibles entre les secteurs s'estompent et que la tendance générale est à l'unité. Cela s'est observé par les mobilisations de soutien en centre-ville de la jeunesse qui s'est soulevée suite à l'assassinat du jeune Naël fin juin. On ne saurait être complet sans parler d'un autre fait marquant de cette bataille des retraites, la lutte acharnée contre les méga-projets délirants du capitalisme qui détruisent l'environnement, incarnée en ce début d'année par les soulèvements de la Terre et la bataille de Sainte-Soline. Par milliers, les masses ont affronté physiquement les milices de l'écocide qui n'ont pas hésité à user d'armes et de méthodes de guerre pour protéger la propriété de leurs maîtres. Cet événement, arrivant au même moment que l'intensification du combat des retraites,
fait partie intégrante de la tendance à la révolution dans notre pays. La combativité des masses s'étend sur tous les domaines, et la question de l'environnement n'en est pas exclue. Marx nous enseignait que le capitalisme épuise les deux sources de la richesse, la terre et les travailleurs. Les politiques de modernisation de l'agriculture, ne profitant qu'aux gros propriétaires, épuisent les sols, drainent les nappes phréatiques par des projets pharaoniques de méga-bassines. Les sols cultivables sont majoritairement concentrés entre les mains d'une minorité, là où la petite production agricole est condamnée progressivement à l'extinction, au même titre que la diversité organique des sols. D'ici 2033, avec le départ à la retraite de 25% des agriculteurs encore en activité, cette concentration va d'autant plus s'accélérer, étendant sur le pays les champs de culture intensive. C'est un terrain qui ne peut pas être laissé de côté par la lutte des classes, et la bataille de Sainte-Soline a démontré qu'il n'en était rien. Le soutien de masse de dizaines de milliers au soulèvement de la terre ne témoigne de rien d'autre. Sa base de masse, principalement la petite bourgeoisie, est combative et prête à lutter avec acharnement. Bien que les organisations majoritairement impliquées dans ces mouvements n'abordent pas la question du pouvoir, la petite bourgeoisie réclame une direction révolutionnaire, à même de relever les défis posés par le changement climatique, le saccage de l'environnement et la répression brutale contre ceux qui tentent de s'interposer. En effet, seul le prolétariat peut mettre un terme à ces projets, aux orientations économiques de l'agriculture et de traitement des sols, et créer les fondements d'une agriculture pensée par le peuple et pour le peuple. Seule la conquête du pouvoir peut résoudre la situation climatique catastrophique où nous a plongé la bourgeoisie, et mobiliser l'immense qualité de travail et de savoir accumulée pour rétablir l'aménagement protecteur de la nature et de la société. Il nous faudra alors combattre les plans de la réaction, tentant de faire tomber les masses dans une spirale conspirationniste, niant le réchauffement climatique. Sur les plateaux télé, sur les réseaux que nous donnent les exploiteurs, les opinions les plus aberrantes sont mises en avant. Les propos les plus confus et les moins clairvoyants sont sans cesse mis sur le devant de la scène. La bourgeoisie est une classe en fin de vie. Comme elle ne peut plus rien proposer de nouveau, elle ne peut que promouvoir l'abrutissement et la confusion. La bourgeoisie monopoliste a intérêt au rejet des sciences et à encourager l'obscurantisme. Tout cela pour nous rendre impuissants, nous empêcher de la désigner comme ennemie non seulement de classe, mais aussi de l'humanité et du vivant dans son ensemble. Face aux tentatives de diversion et d'abrutissement, la bataille de Sainte-Soline s'inscrit comme rupture contre la course vers le précipice, et s'engage donc naturellement dans le cadre plus général du retour de la lutte des classes en France et dans le monde. L'essentiel, là encore, est de mettre la politique en avant, continuer à affermir les liens entre la question écologique et le reste de la lutte des classes, qui ne peuvent être séparés. Tout cela ne peut passer que par un seul chemin, la question du pouvoir. Parce que de toute évidence, nous n'avons plus le temps de faire du jardinage. Il n'y a que la lutte et l'action qui mobilisent et qui rassemblent. La bataille des retraites nous a prouvé que sans monter au créneau, sans aller à contre-courant, il n'y aura jamais de changement. C'est la combativité qui démarque ceux qui luttent de ceux qui parlent dans le vide. Les manifestations pacifiques dans le cadre de la légalité bourgeoise ont fait leur temps et seront bientôt remisées au placard. Aucune massification ne peut advenir, du moins sans qu'une avant-garde ne prenne les devants d'une manière ou d'une autre et impulse la lutte. Pour preuve, ce sont les actions de la base combative de la CGT, et non les fossoyeurs des luttes que sont les directions syndicales, qui ont pu ramener 100 000 nouveaux adhérents dans les rangs du syndicat, grossissant les rangs des forces subjectives du changement. Les révolutionnaires ont le devoir de s'investir dans les syndicats, de porter la combativité, et surtout la lutte sans compromis avec l'opportunisme. Partout, les masses dans la bataille des retraites ont montré leur volonté d'unité et de lutte, car elles sont déterminées à lutter, mais surtout à vaincre. Le temps des promesses et des rêveries est terminé, le temps de l'action a commencé. Toute la société est marquée par une intensification des luttes, une intensification de la répression, à commencer par la criminalisation des syndicats, des militants et organisations, par des procédures de dissolution et autres poursuites contre les opposants au régime. Comme nous l'avons déjà dit, la France connaît une situation révolutionnaire en développement inégal. Ce ne sera pas pour après-demain, car il manque la force subjective. Mais les conditions objectives sont indubitablement là. Nous avons donc une responsabilité énorme devant nous, combler les trous laissés par le pourrissement avancé du capitalisme. Défendons la démocratie,
face à la réactionnarisation qui prépare le fascisme. Défendons les sciences et l'éducation au service des masses face à l'obscurantisme et l'ignorance crasse prônée par ce système. Il est grand temps de prendre en main nos propres affaires. Et seule la révolution socialiste nous apportera la démocratie véritable, l'alliance des spécialistes et des ouvriers, sous direction révolutionnaire. Mais aussi l'armement des masses, car si la bourgeoisie est prête à toutes les atrocités et massacres pour conserver le pouvoir, elle sera bien plus féroce lorsqu'elle l'aura perdu. L'avenir est radieux, la lutte sera rude. À bientôt.